Bonjour à tous. Je vais vous apporter le témoignage de la Champagne en matière de développement durable. Je commencerai mon propos simplement par cette petite figure bien connue, juste pour préciser le contour, le périmètre de l'intervention qui portera presque essentiellement sur un des critères du développement durable qui est le pilier environnement. Alors, effectivement, dans la pratique, les choses ne sont pas aussi cloisonnées, mais je vais me concentrer sur la partie environnement du débat. Alors, au niveau de la Champagne, les professionnels ont souhaité qu'on ait une démarche un petit peu particulière qui est liée en fait aux spécificités du vignoble, dont les structures, comme vous pouvez le voir, sont extrêmement atomisées. En chiffres clés, la Champagne, vous voyez, c'est 34 000 hectares, répartis sur 280 000 parcelles, dans des exploitations lilliputiennes, exploitées par plus de 15 000 vignerons, 300 maisons de champagne, et tout ça emploie 15 000 salariés. Donc des structures d'exploitation extrêmement atomisées, petites, qui vont expliquer la stratégie qui en fait consiste à mettre en place une politique de management environnemental sur la base du volontariat à l'échelle de ce qu'on appelle entre nous, entre guillemets, l'entreprise Champagne, dont le conseil d'administration serait la commission technique du CIVC, de l'interprofession et son bureau exécutif. Alors, à partir de cette stratégie qui a été établie, proposée il y a maintenant une quinzaine d'années, ont été définies à partir d'une analyse environnementale. Alors, à l'époque, on ne l'a pas fait avec la CV parce que ça n'existait pas, ou c'était vraiment les balbutiements. On l'a fait avec des méthodes plus classiques. Et on a défini à l'époque 4 enjeux principaux pour le vignoble champenois. Le premier enjeu, c'est la maîtrise des intrants et des risques pour la santé et l'environnement. Ça touche principalement les produits phytosanitaires, mais pas seulement. Le deuxième volet, complètement légitime et spécifique d'une AOC, c'est la préservation du terroir, mais aussi de la biodiversité et des paysages associés. Le troisième volet, qu'on retrouve dans toutes les industries, notamment agroalimentaires, le volet gestion de l'eau, des effluents, des sous-produits et des déchets. Et puis le quatrième volet, défini à l'époque, c'est en fait le double défi, à la fois énergétique et climatique. Alors comment relever ces enjeux? Eh bien, par un objectif qui est simple, sur le papier en tout cas, qui est de promouvoir collectivement, à l'échelle des 35 000 hectares et des 15 000 exploitants, une viticulture 100% écologique qui prend la forme de deux systèmes de production complémentaires, le bio et ce qu'on appelle la viticulture durable. Alors concernant le bio, vous voyez que les performances de la Champagne sont assez explicites depuis une quinzaine d'années. Les surfaces ont été multipliées par 7, le nombre d'exploitations par 9, mais au total, ça ne représente quand même pas grand-chose. On est autour du pourcent. Un petit peu au-dessus du pourcent pour les surfaces, un peu en dessous du pourcent pour le nombre d'exploitants. Donc vous voyez que ça reste quand même, malgré la dynamique, malgré l'intérêt réel chez les vignerons et dans les maisons, ça reste quand même très marginal. Donc il fallait proposer une autre démarche complémentaire, c'est ce qui a été fait il y a une quinzaine d'années avec la démarche de viticulture durable, démarche qui est basée sur la dynamique individuelle et collective de progrès, basée sur le volontariat, donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit, c'est simplement une incitation et une dynamique collective basée sur le volontariat et la dynamique collective parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas assister et être derrière chacun des 15 000 exploitants viticoles. Donc voilà la stratégie, le pari qui était fait à l'époque, il est simple, c'est mobiliser l'ensemble des forces de développement pour d'abord sensibiliser, ensuite convaincre, entraîner, et puis par le biais d'outils d'aide à la décision et de diagnostic individuel, accompagner les professionnels, et puis évaluer les progrès à la fois individuels et collectifs au niveau de l'entreprise Champagne. Donc ça passe par toute une série d'outils d'aide à la décision et d'accompagnement qui sont proposés aux professionnels, dont on verra certains. Alors, la base pour la partie viticole, c'est le référentiel technique, un référentiel qui est champenois, qui est
d'un niveau ambitieux, qui est consensuel, c'est-à-dire qu'il est élaboré et validé par les deux familles professionnelles du vignoble et du négoce, et qui évolue dans le temps pour, évidemment, intégrer à la fois les principales évolutions réglementaires, mais aussi l'innovation technique, l'innovation technologique. Donc vous voyez sur cette figure les différents référentiels, version 2001, 2003, 2009, et en avant-première, la version 2013 qu'on vient de terminer, qui n'est pas complètement encore validée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est au travers des 4 grands enjeux, c'est d'évoquer de manière non exhaustive quelques outils d'accompagnement et quelques-uns des résultats obtenus depuis 10, 15 ou 20 ans. Alors en ce qui concerne le premier volet, la protection phytosanitaire, un petit clin d'œil. Il s'agit bien évidemment de raisonner davantage des interventions et d'en finir avec une protection d'assurance. On pourrait dire que certains sont encore au niveau de l'assurance tout risque, on dit ceinture et bretelles. Pour certains, c'est même bretelles et double ceinture. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Mais ça avance bien. Les outils d'accompagnement sont nombreux. Les avertissements viticoles, par exemple, qui permettent de préconiser toutes les mesures prophylactiques et tous les moyens, on va dire, naturels et biologiques pour faire en sorte que la vigne se défende toute seule, mais qui donnent aussi le top départ des traitements quand ils sont malheureusement nécessaires. On peut évoquer un outil assez ancien qui est l'outil PhytoChoix qui avait été mis au point il y a presque une dizaine d'années maintenant, qui n'a pas connu le succès espéré et attendu, élaboré en collaboration entre l'IFV, l'INRA et le CIVC. Cet outil, un petit peu en sommeil, va être réactivé puisque dans quelques semaines, on va reprendre le travail et travailler sur une nouvelle version qui sera proposée en 2014 aux professionnels. Et puis bien évidemment, il y a un travail gigantesque de développement auprès des 15 000 vignerons qui est réalisé par tous nos partenaires du développement. Je pense notamment aux chambres d'agriculture dans les 3 départements, au groupement de développement viticole et aussi à tous les techniciens privés, notamment ceux des coopératives et des maisons de champagne. Alors vous voyez que l'évolution des stratégies est là, par décennie, fin des années 80, fin des années 90, fin des années 2000. Vous voyez qu'on est passé progressivement d'une lutte pratiquement intégrale, baptisée traditionnelle, pour ne pas parler d'assurance comme tout à l'heure, à quelque chose qui est déjà plus équilibré aujourd'hui, avec en gros 3 tiers. Un tiers des vignerons qui sont toujours dans une attitude un peu frileuse, reposant pour l'essentiel sur l'assurance. À peu près un tiers sur la lutte dirigée, c'est-à-dire qui repose sur un principe et des systèmes d'avertissement. Et puis à peu près un tiers qui sont en application des principes de la viticulture raisonnée, ou plutôt de la protection raisonnée, c'est-à-dire qui combinent toutes les pratiques. Donc les moyens culturaux, les moyens biologiques, les produits phytosanitaires quand ils sont nécessaires, etc. Donc toutes les techniques à disposition sont mises en œuvre. Alors les résultats sont là également. Vous voyez la réduction d'usage des produits phytosanitaires depuis une quinzaine d'années. Donc en gris marron, le total des tonnages, moins 50% depuis 15 ans. Les fongicides qui représentent 80% suivent la même tendance. Les herbicides ont été réduits de 40%. La chute est plus spectaculaire pour les insecticides, vous voyez, avec 95% de réduction de cette famille de produits qui sont les plus dangereux. D'ailleurs, ça se retrouve sur le profil des produits. Vous voyez qu'on a effondré l'utilisation des produits classés toxiques, 85%. Les produits très toxiques ont été pratiquement éliminés du marché, 99% de réduction. Deuxième exemple, avec le volet terroir, biodiversité, paysage. Nous avons élaboré il y a une quinzaine d'années des cartes d'aptitude des sols de Champagne à l'enherbement des vignes, basées sur un modèle qui est l'enherbement permanent de 50% des surfaces. Vous voyez que cet outil est pertinent puisque sur 2 secteurs du vignoble différents, on a avec une légende simple et lisible par tous, du vert quand tout va bien, du jaune et du rouge dans les endroits les plus difficiles à enherber, des choses qui peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre du vignoble. À gauche, 2 communes pour lesquelles les zones en vert dominent, donc dans lesquelles on peut enherber a priori sans trop de problèmes de compétition entre l'herbe et la vigne. Et puis à droite, dans la vallée de la Marne, des zones un peu plus difficiles où l'enherbement réclame d'infinies précautions en matière de maîtrise de l'herbe.
Voilà, c'est un exemple d'outil d'aide à la décision, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Et comme pour l'usage des produits de protection, on a également une évolution très nette des stratégies d'entretien du sol. Je ne vais pas commenter toute la diapositive, elle est un petit peu compliquée. Simplement, sur la première ligne, on voit bien que le désherbage chimique exclusif, qui était pratiquement généralisé en Champagne, hein, sur 95% des surfaces, est en train de se réduire progressivement. On n'est plus qu'à 70% aujourd'hui. Et ça entraîne évidemment une diversification des méthodes d'entretien du sol. Donc on a en général des combinaisons de pratiques, des usages d'herbicides toujours, mais combinés avec du désherbage mécanique et ou de l'enherbement permanent, voire temporaire. La baisse de pression des herbicides, évidemment, se traduit par une augmentation de l'enherbement des vignes. C'est vrai pour les vignes, on est à peu près à 15% aujourd'hui d'enherbement. C'est vrai aussi pour les tournières, on n'est pas encore à 100%, mais ça devrait arriver bientôt. Au niveau global, on a également un outil d'évaluation à l'échelle de l'ensemble de l'AOC Champagne sur les 35 000 hectares qui consiste à prendre des photos satellites et par interprétation à estimer le taux de couverture à la fois herbacée et arbustive de l'ensemble de l'aire AOC. Donc là, c'est un critère parfaitement objectif à mesurer depuis l'espace qui nous permet de voir comment l'enherbement du vignoble progresse au fil des années. Même chose pour les apports de fertilisants avec le développement d'outils comme les analyses de sol et les référentiels d'interprétation. Vitisol par exemple qui est celui du CIVC, mais il en existe d'autres développés par différents partenaires. Vous voyez que sur les mêmes années, hein, sur une période d'à peu près 20-25 ans, nous avons réduit les apports d'azote et de magnésie d'un facteur 2, les apports de potasse d'un facteur 4 et les apports d'acide phosphorique d'un facteur 10, hein, ce qui est considérable. Autre exemple, cette fois-ci un peu plus axé sur la gestion des paysages, nous avons mis en place en 2013 3 sites pilotes, un dans la Marne, un dans l'Aisne et un dans l'Aube, qui visent à promouvoir les principes de viticulture durable aux échelles individuelles et collectives et à compléter ces approches de promotion de la viticulture durable par des dynamiques d'aménagement paysager sur l'intégralité de ces 3 coteaux viticoles. Troisième exemple, la gestion de l'eau, des effluents, des sous-produits et des déchets. Là aussi, les outils d'aide à la décision sont nombreux. Je vous ai mis trois exemples de guides hein, qui sont assez anciens pour la plupart d'entre eux. Le guide sur l'eau et les effluents date de 1999, il a presque 15 ans. Les documents sur la gestion des sous-produits ont une dizaine d'années, voire une douzaine d'années. Le guide de gestion des déchets a une dizaine d'années. Il est d'ailleurs en cours d'actualisation. On ne fera pas d'exemplaires papier cette année parce qu'il nous reste quelques exemplaires dans les caves du CIVC en stock qui vont malheureusement finir en déchets, donc ce n'est pas un bon exemple. Donc on va uniquement faire des fiches qu'on mettra sur l'extranet, donc dans l'espace professionnel de notre site internet à partir du premier semestre 2014. Et puis, comme pour la partie viticole, il y a évidemment un gros travail de fond réalisé par 2 collègues auprès des 2000 centres de pressurage et de vinification. Je crois qu'ils les ont tous vus en 15 ans. Donc vous voyez les performances évoluer. Ça, c'est le taux de traitement, valorisation des effluents et sous-produits liquides en Champagne. Vous voyez qu'on est passé de quelques pourcents des volumes épurés en 90. Joël connaît bien ce chiffre, hein, puisque c'est lui qui avait démarré cette initiative il y a 20 ans maintenant. Ça ne nous rajeunit pas, 25 ans presque. Et on est arrivé, il n'y a pas la barre pour 2013, mais on est vraiment tout près des 100% à la vendange 2013, puisque tous les centres de pressurage en Champagne avaient l'obligation de traiter les effluents, puisque c'est un point qui est passé dans le décret de l'appellation Champagne. Donc c'est une obligation réglementaire aujourd'hui. Donc on est à 100% aujourd'hui en matière de traitement des effluents et sous-produits liquides. Quant aux sous-produits, donc les mares, les bourbes et les lies, ils sont traités, ils sont valorisés à 100%. Ça ne date pas d'hier, ça date des années 50. Hein. Tout est envoyé en intégralité en distillerie agréée avec différentes valorisations. Donc, bien sûr, on fabrique de l'éthanol, de l'alcool de bouche, mais aussi des éthanols industriels ou pour la carburation. Et puis sont élaborés différents produits dans le domaine, avec des valorisations ou des applications dans les domaines de l'agroalimentaire, de la cosmétique
ou l'alimentation du bétail. Par exemple, avec les pépins, on fait des polyphénols et de l'huile. Donc tout est valorisé. Et en ce qui concerne les déchets à caractère industriel, on est à peu près aujourd'hui à 90% de ces déchets qui font l'objet d'un tri sélectif et d'une valorisation dans une filière dédiée. Dernier exemple, le double défi énergétique et climatique. Donc là aussi, nous avons mis en place un certain nombre d'outils d'aide à la décision, donc notamment un calculateur carbone qui a été très fortement inspiré de la méthode française du bilan carbone, mais qui est spécifiquement adapté aux exploitations vitivinicoles de Champagne. Donc cet outil est accessible gratuitement, bien sûr, dans l'espace professionnel du site internet champagne.fr, et tout professionnel, vigneron, coopérative, maison, peut en quelques heures calculer son empreinte carbone et mettre en place dans la foulée son plan d'action. Donc on a à la fin du diagnostic proposé une petite centaine d'actions permettant à chacun d'élaborer son propre plan de progrès. Voilà, donc le bilan carbone de toute la filière Champagne avait été réalisé en 2003. Nous avons fait une nouvelle évaluation en 2010 qui a montré que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la filière a été stoppé, enfin pas stoppé, mais est resté constante, on va dire, alors que dans le même temps, entre 2003 et 2010, le volume d'activité de la Champagne a augmenté de 15% à peu près. Donc, émissions de gaz à effet de serre stabilisées, niveau d'activité augmenté de 15%, ça se traduit par des ratios d'intensité carbone à la baisse. Et là, on est bien dans une logique de développement durable, puisque, si on rappelle les trois piliers, le social, l'économique, l'environnement, l'objectif dans un cadre de développement durable, c'est bien de créer de la valeur. Si on ne crée pas de valeur, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas durable très longtemps. Donc c'est bien créer de la valeur, mais en limitant les flux physiques, les flux de matière, les flux d'énergie, parce que demain, malheureusement, ces flux vont manquer ou deviendront extrêmement chers. Donc voilà, donc on a établi deux ratios en espérant qu'à terme, tout de même, les émissions globales de gaz à effet de serre diminuent. Et vous voyez que le CO2 ramené au chiffre d'affaires et le CO2 par bouteille ont déjà baissé de l'ordre de 15 à 20%. Alors on est en train de terminer une nouvelle évaluation en 2013. On aura les résultats d'ici la fin d'année, qui permettra de nous situer 10 ans après la première évaluation en 2003. Voilà, je terminerai en rappelant que cette stratégie collective qui a été proposée il y a une quinzaine d'années donc est basée essentiellement sur l'engagement volontaire. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit. La priorité a été donnée à la sensibilisation, à l'accompagnement pour faire progresser le maximum d'opérateurs dans cette filière. On pense qu'en première approche, la priorité, c'est d'entraider tout le monde parce qu'en matière d'environnement, et là je vais paraphraser Guy Paillotin, qui est l'ancien président de l'INRA, les efforts de tous ont plus d'effet que les prouesses de quelques-uns. Donc c'est bien une dynamique collective qui fera des résultats au final. Donc cette dynamique collective, on l'a vu au travers de différents indicateurs, elle est à poursuivre et même à amplifier. Et puis, Christelle parlait tout à l'heure de l'outil ACV. On a bien ça en tête, on commence à développer ces différentes techniques. On juge effectivement très important d'avoir en tête cette vision globale qui est nécessaire pour éviter justement les déplacements de pollution d'un compartiment à l'autre de l'environnement. Et ces méthodes permettent de développer des actions locales cette fois-ci, surtout qui ont l'avantage d'être ajustées et proportionnées aux enjeux véritables. On peut regretter à ce sujet le fait que certaines évolutions réglementaires justement manquent d'ajustement ou de proportionnalité. J'ai en tête notamment le futur arrêté concernant la directive nitrate. Mais voilà, je ne voudrais pas finir sur une note négative, mais il serait quand même important que les pouvoirs publics tiennent compte de ces outils pour proportionner un petit peu les mesures qui sont proposées. Voilà, je vous remercie.